Quand on parle d'opérations spéciales, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. L'assaut contre Ben Laden, le raid d'Entebbe, Marignane, des missions devenues certes légendaires, mais si ces opérations sont restées dans les livres d'histoire, c'est parce qu'elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Plus on descend profondément, plus les missions deviennent incroyables. Certaines ont été oubliées, d'autres ont échoué, et quelques-unes sont encore entourées de mystères. Aujourd'hui, j'ai eu envie de tester un tout nouveau format avec vous, les icebergs. Le principe est simple, plus on descend les niveaux, plus les histoires deviennent rares, secrètes et complètement folles. Bienvenue dans cet iceberg des opérations spéciales les plus folles. Opération Neptune Spear. Imaginez un instant, vous êtes au cœur de la nuit, à bord d'un hélicoptère furtif. Votre mission est simple, du moins sur le papier. Pénétrer clandestinement dans un pays souverain, retrouver l'homme le plus recherché de la planète et repartir avant même que l'armée locale ne comprenne ce qui vient de se passer. Le moindre imprévu peut transformer cette mission en catastrophe diplomatique, voire en guerre ouverte. Et pourtant, dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, c'est exactement ce qu'un groupe d'opérateurs américains s'apprête à accomplir. Cette mission porte un nom, Opération Neptune Spear. Pour comprendre pourquoi elle est devenue l'une des opérations spéciales les plus célèbres de l'histoire, il faut revenir quelques années en arrière. Après les attentats du 11 septembre 2001, une immense traque est lancée contre le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Pendant près de 10 ans, malgré les moyens colossaux engagés par les États-Unis et leurs alliés, il reste introuvable. Les services de renseignement suivent pourtant une piste avec obstination, non pas celle de Ben Laden lui-même, mais celle de l'un de ses messagers les plus proches. Pendant des années, cet homme est discrètement surveillé, jusqu'au jour où il conduit les analystes de la CIA vers une mystérieuse résidence fortifiée située à Abbottabad, au Pakistan, pays censé être allié. La propriété intrigue immédiatement. Les murs sont exceptionnellement hauts, les habitants brûlent leurs déchets au lieu de les sortir, aucune ligne téléphonique, aucun accès à Internet. Tout semble avoir été pensé pour disparaître des radars. Pour la CIA, une conviction commence à s'imposer. Oussama Ben Laden se cache peut-être derrière ces murs. Mais une question demeure. Comment intervenir sans prévenir les autorités pakistanaises ? Car si l'information venait à fuiter, Ben Laden pourrait disparaître une nouvelle fois. La décision est alors prise dans le plus grand secret. La mission est confiée aux opérateurs du DevGru, plus connu sous le nom de SEAL Team 6. Pendant plusieurs semaines, ils s'entraînent sur une reproduction grandeur nature du complexe d'Abbottabad. Chaque bâtiment, chaque mur, chaque porte sont reproduits afin que chaque geste devienne un réflexe. Dans la nuit du 1er mai 2011, 2 hélicoptères furtifs décollent d'Afghanistan. À leur bord, une vingtaine d'opérateurs des forces spéciales américaines. Les 2 hélicoptères furtifs traversent la frontière pakistanaise à basse altitude afin d'échapper au radar. Pendant près de 90 minutes, ils volent dans le plus grand silence jusqu'à atteindre Abbottabad. Mais dès leur arrivée au-dessus du complexe, tout ne se passe pas comme prévu. L'approche est extrêmement délicate. Et au moment où le premier appareil entame sa descente à l'intérieur du complexe, un phénomène imprévu se produit. À cause de la chaleur, de la hauteur des murs et des turbulences générées dans cet espace très fermé, l'hélicoptère perd brutalement de sa portance. Le pilote tente de reprendre le contrôle, mais il n'a plus assez de puissance. En quelques secondes, l'appareil s'écrase à l'intérieur de l'enceinte. Heureusement, l'équipage et les opérateurs s'en sortent pratiquement indemnes. La mission aurait pu s'arrêter là. L'effet de surprise est compromis. Un hélicoptère est détruit et chaque minute passée sur place augmente le risque d'une intervention de l'armée pakistanaise. Pourtant, personne ne panique. Les opérateurs appliquent immédiatement le plan de secours prévu pendant les entraînements. Le second hélicoptère dépose son équipe, tandis que les hommes du premier appareil sécurisent la zone et poursuivent l'assaut à pied. Les charges explosives ouvrent les accès, les premières pièces sont fouillées une à une. Chaque étage est sécurisé méthodiquement. Les commandos progressent rapidement, mais sans précipitation. Ils savent que Ben Laden peut être armé, porter une ceinture explosive ou utiliser les membres de sa famille comme bouclier. À mesure qu'ils montent dans le bâtiment, la tension devient maximale. Puis arrivé au 3e étage, ils tombent face à un homme qui correspond parfaitement à la description qu'ils connaissent depuis des années. Oussama Ben Laden. En une fraction de seconde, les opérateurs ouvrent le feu. Le chef d'Al-Qaïda est mort. Après 10 années de traque, l'homme considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre vient d'être neutralisé en moins de 40 minutes d'opération. Mais la mission n'est pas terminée. Avant de repartir, les commandos récupèrent une quantité impressionnante de documents, de disques durs, d'ordinateurs et de supports numériques. Reste un dernier problème. L'hélicoptère est écrasé. Impossible de le laisser sur place, sa technologie furtive est alors considérée comme l'une des plus secrètes au monde. Les opérateurs installent des explosifs afin qu'aucun élément sensible ne puisse être récupéré. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère de remplacement vient récupérer toute l'équipe. Comme ils étaient arrivés, les commandos quittent le Pakistan dans la nuit
sans rencontrer de résistance majeure. Quelques heures plus tard, le président Barack Obama annonce officiellement au monde entier qu'Oussama Ben Laden est mort. L'opération Neptune Spear entre immédiatement dans l'histoire. Elle marque la fin de la plus grande chasse à l'homme jamais menée par les États-Unis et démontre au monde les capacités exceptionnelles des forces spéciales américaines. Neptune Spear reste aujourd'hui encore l'une des opérations spéciales les plus célèbres et les plus audacieuses jamais réalisées. Opération Entebbe. Tout commence le 27 juin 1976. Un Airbus A300 d'Air France décolle de Tel Aviv à destination de Paris avec une escale à Athènes. À bord se trouvent 248 passagers et 12 membres d'équipage. Peu après le décollage d'Athènes, l'avion est détourné par 4 terroristes. 2 appartiennent au Front populaire de libération de la Palestine, tandis que les 2 autres sont des militants allemands issus des cellules révolutionnaires. Leur objectif est clair, obtenir la libération de dizaines de prisonniers détenus en Israël et dans plusieurs autres pays. Après une première escale en Libye, pour ravitailler l'appareil, les pirates de l'air mettent le cap vers l'Ouganda. À cette époque, le pays est dirigé par Idi Amin Dada, un dictateur aussi imprévisible que sanguinaire. Officiellement, il se présente comme médiateur dans cette crise. En réalité, il apporte son soutien aux preneurs d'otages et met à leur disposition l'aéroport militaire d'Entebbe. Les otages sont transférés dans l'ancien terminal de l'aéroport. Très vite, les terroristes procèdent à un tri. Les passagers non israéliens et non juifs sont progressivement libérés. En revanche, les Israéliens ainsi que plusieurs passagers juifs restent prisonniers. Pendant que les négociations se poursuivent, le gouvernement israélien prend une décision radicale. Plutôt que de céder aux exigences des terroristes, il prépare une opération militaire que beaucoup considèrent comme irréalisable. Le principal problème est la distance. Entebbe se trouve à près de 4000 km d'Israël. Les avions devront traverser plusieurs espaces aériens hostiles, voler à très basse altitude pour éviter les radars, puis intervenir de nuit sur un aéroport contrôlé par des soldats ougandais. À cela s'ajoute une autre difficulté. Personne ne connaît précisément la disposition des lieux. Les renseignements israéliens doivent donc reconstituer le terminal à partir de plans de construction, de témoignages d'anciens employés et de photographies. Pendant plusieurs jours, les commandos répètent l'assaut encore et encore sur une reproduction du bâtiment. Chaque seconde est chronométrée, car ils savent qu'une fois sur place, la moindre hésitation pourrait coûter la vie aux otages. Dans la soirée du 3 juillet 1976, 4 avions de transport C-130 Hercules décollent discrètement d'Israël. À leur bord se trouvent les hommes de la Sayeret Matkal, l'unité d'élite de Tsahal, ainsi que plusieurs dizaines de parachutistes et de soldats chargés de sécuriser l'aéroport. Le trajet est long, près de 7 heures de vol. Pour éviter d'être détectés, les appareils volent une grande partie du trajet à très basse altitude, au-dessus de la mer Rouge, puis du continent africain. Le silence radio est total. À bord, chacun connaît parfaitement son rôle. L'effet de surprise est la seule véritable chance de réussite. Peu avant minuit, les premiers Hercules approchent d'Entebbe. Les pilotes se posent sans allumer leur feu, dans une obscurité presque complète. À peine les avions immobilisés, la rampe arrière s'ouvre. Une Mercedes noire descend immédiatement de la soute, suivie de plusieurs Land Rover. Pourquoi une Mercedes ? Parce qu'Idi Amin avait pour habitude de se déplacer dans une voiture noire de ce type, escortée par des véhicules militaires. Les Israéliens espèrent ainsi tromper les premiers soldats ougandais et gagner quelques précieuses secondes. Le stratagème fonctionne, mais seulement en partie. Depuis peu, Idi Amin utilise une Mercedes blanche. Les sentinelles comprennent rapidement que quelque chose ne va pas. Les hommes de la Sayeret Matkal foncent vers l'ancien terminal où sont retenus les otages. Ils savent qu'à la moindre hésitation, les terroristes peuvent décider d'exécuter tous les prisonniers. Quelques secondes plus tard, les premiers commandos pénètrent dans le bâtiment. Les otages se jettent immédiatement au sol. Les terroristes, eux, tentent de riposter. L'échange de tirs est extrêmement bref. En moins de quelques minutes, les 7 preneurs d'otages sont neutralisés. 3 otages trouvent également la mort. À l'extérieur du terminal, les combats continuent. Les soldats ougandais réagissent et ouvrent le feu sur les forces israéliennes. Les commandos répondent rapidement. Pour empêcher toute poursuite aérienne, ils détruisent au sol une partie de la flotte de chasse ougandaise, composée notamment de MiG soviétiques. Pendant ce temps, les otages sont évacués en courant jusqu'au Hercules. Mais alors que la mission touche presque à sa fin, le lieutenant-colonel Yonovan Netanyahou, commandant de l'assaut et chef de la Sayeret Matkal, est mortellement touché par un tir. Il devient le seul soldat israélien tué au cours de cette opération. Quelques minutes plus tard, tous les survivants embarquent dans les avions. Les Hercules redécollent presque aussitôt, emportant avec eux plus d'une centaine d'otages libérés. Du début de l'assaut jusqu'au décollage, l'ensemble de l'opération n'aura duré qu'un peu plus d'1 heure. Lorsque les avions atterrissent finalement en Israël, le pays tout entier célèbre le retour des otages. Le raid d'Entebbe devient immédiatement un symbole. Il démontre qu'un État est capable de projeter ses forces spéciales à plusieurs milliers de kilomètres de son territoire pour sauver ses ressortissants. Encore aujourd'hui, cette mission est étudiée dans de nombreuses écoles militaires à travers le monde. Par son audace, sa préparation minutieuse
et son déroulement presque parfait, elle est souvent considérée comme l'une des plus grandes opérations de libération d'otages de l'histoire. Avant de continuer vers la prochaine opération, laissez-moi vous parler d'Audible. Lorsque je prépare mes vidéos, j'aime me documenter sur les histoires que je vais vous partager. Et pour cela, Audible m'aide beaucoup. Audible est un service de livre audio. Vous pourrez y retrouver tous les genres et tous les auteurs qui vous intéressent. Pour prendre des notes dans la préparation de mes vidéos, ou pour simplement m'endormir en parcourant un livre qui m'intéresse. Audible a vraiment repensé ma manière de consommer la littérature. D'ailleurs, je vous ai mis en commentaire épinglé à chacune de mes vidéos des liens directs pour accéder aux livres qui vous permettront de pousser plus loin vos découvertes. Je vous mettrai également en commentaire épinglé et en description de cette vidéo quelques ouvrages sur les forces spéciales et les opérations historiques qui m'ont inspiré pour écrire cette vidéo. Inscrivez-vous sur Audible en passant par ces liens et accédez directement à une offre d'essai gratuite ou à une offre Audible sans aucun engagement. En plus, vous participerez grandement à m'aider à développer la chaîne et vous proposer des contenus toujours plus travaillés. Reprenons maintenant le cours de cet iceberg. Assaut de Marignane. Tout commence le 24 décembre 1994 à Alger. Un Airbus A300 d'Air France, qui doit relier Alger à Paris, est pris d'assaut par 4 membres du GIA, le groupe islamique armé. Très vite, les terroristes prennent le contrôle de l'appareil. Leur objectif officiel est d'obtenir le décollage vers la France. Mais les services de renseignement français soupçonnent rapidement un projet bien plus inquiétant. Selon plusieurs éléments recueillis au cours de la crise, les terroristes auraient eu l'intention d'utiliser l'avion comme une véritable bombe volante, en le faisant exploser au-dessus de Paris ou contre un objectif symbolique. Si cette hypothèse est exacte, Marignane aurait pu devenir l'un des premiers projets d'attentat utilisant un avion détourné, plusieurs années avant les attaques du 11 septembre 2001. Pendant plusieurs jours, les négociations s'enchaînent. Les terroristes exécutent 3 passagers. La tension monte d'heure en heure. Finalement, les autorités algériennes autorisent l'Airbus à décoller. Le 26 décembre, l'appareil atterrit sur l'aéroport de Marseille-Marignane, officiellement pour faire le plein de carburant. En réalité, les autorités françaises n'ont aucune intention de laisser l'avion repartir. Pendant que les négociations continuent, le GIGN prépare discrètement son intervention. Les opérateurs étudient la configuration exacte de l'Airbus, répètent leurs déplacements et élaborent plusieurs scénarios. Ils savent qu'une fois l'assaut lancé, tout se jouera en quelques dizaines de secondes, car les terroristes sont lourdement armés. Le moindre retard pourrait provoquer un carnage. Lorsque les discussions arrivent à leur limite, la décision est prise. L'assaut sera donné. Les passerelles mobiles s'approchent lentement de l'appareil. Les hommes du GIGN prennent position. En quelques secondes, les portes sont ouvertes sous les explosions des charges. À l'intérieur de l'Airbus, les 4 terroristes comprennent immédiatement que l'assaut est lancé. Ils ouvrent le feu presque instantanément. Les premières secondes sont d'une violence extrême. Les opérateurs du GIGN progressent malgré une pluie de balles en utilisant les portes avant et arrière de l'appareil pour prendre les terroristes en tenaille. Mais avancer dans un avion de ligne est un cauchemar. Les couloirs sont étroits, les sièges limitent les déplacements. Les passagers terrorisés sont allongés au sol ou cherchent à se protéger comme ils peuvent. Chaque tir doit être parfaitement maîtrisé. Les hommes du GIGN avancent rang par rang sous le feu des terroristes qui utilisent toute la longueur de la cabine pour ralentir leur progression. L'un des preneurs d'otages lance plusieurs grenades. Certaines explosent dans la cabine, projetant éclats et fumée dans un espace extrêmement confiné. Pendant de longues minutes, les échanges de tirs sont incessants. Plusieurs opérateurs sont blessés, mais aucun ne quitte sa position. L'objectif reste le même, atteindre les terroristes avant qu'ils ne puissent tuer les passagers ou faire exploser l'appareil. Peu à peu, le rapport de force bascule. Les commandos gagnent du terrain. Un premier terroriste est abattu, puis un deuxième. Les 2 derniers continuent de résister avec acharnement, tirant jusqu'à leur dernière munition. Finalement, après un peu moins de 20 minutes de combat, les 4 membres du commando terroriste sont neutralisés. L'assaut est terminé. Les passagers, encore sous le choc, commencent à être évacués en urgence sur le tarmac. Beaucoup sont blessés. Tous viennent de survivre à l'une des prises d'otages les plus spectaculaires de l'histoire de l'aviation civile. Au total, 9 opérateurs du GIGN seront blessés pendant l'intervention, certains très grièvement. Mais malgré l'intensité des combats, l'immense majorité des passagers est sauvée. L'assaut de Marignane fait immédiatement le tour du monde. Les images filmées en direct par les télévisions deviennent historiques. Elles montrent presque minute par minute une unité d'élite intervenir dans des conditions d'une difficulté exceptionnelle. Aujourd'hui encore, cette opération est étudiée dans de nombreuses unités de forces spéciales à travers le monde. Elle reste une référence absolue en matière de libération d'otages à bord d'un avion. Et avec le recul, beaucoup imaginent qu'elle a empêché un attentat d'une ampleur inimaginable. Une intervention qui a marqué l'histoire des forces spéciales françaises et qui mérite largement sa place dans cet iceberg. Opération de la baie des cochons. Nous sommes en avril 1961. 2 ans plus tôt, Fidel Castro renverse le régime de Fulgencio Batista et prend le pouvoir à Cuba. Très rapidement, il se rapproche de l'Union soviétique. En pleine guerre froide, Washington voit cette évolution comme une menace directe à seulement 150 km des côtes américaines. La CIA reçoit alors une mission ambitieuse. Former une armée composée d'exilés cubains afin qu'ils puissent retourner sur l'île
provoquer un soulèvement populaire et renverser Castro. Pendant plusieurs mois, près de 1400 volontaires sont entraînés dans des camps secrets au Guatemala. Ils forment ce qui deviendra la brigade 2506. Le plan paraît séduisant. Des bombardements doivent d'abord détruire l'aviation cubaine. Puis les exilés débarqueront sur une plage isolée, établiront une tête de pont et attendront qu'une insurrection éclate contre Castro. Les responsables américains sont convaincus que le peuple cubain se joindra rapidement à eux. Mais cette conviction repose sur une erreur majeure. La CIA surestime largement l'opposition au régime de Castro. Et surtout, elle sous-estime totalement la capacité de réaction des forces cubaines. Dans la nuit du 17 avril 1961, les premiers navires approchent discrètement de la côte sud de Cuba. Le débarquement commence. Mais dès les premières heures, tout bascule. Les bombardements préparatoires n'ont pas réussi à détruire l'ensemble de l'aviation cubaine. Très rapidement, les appareils de Fidel Castro prennent les navires de ravitaillement pour cible. Plusieurs sont coulés. Les hommes de la brigade 2506 se retrouvent isolés sur la plage, avec de moins en moins de munitions et pratiquement aucun renfort. Sur le terrain, l'effet de surprise disparaît presque immédiatement. Contrairement aux prévisions de la CIA, la population ne se soulève pas contre le régime. Au contraire, les forces fidèles à Castro réagissent avec une rapidité inattendue. Des milliers de soldats convergent vers la baie des Cochons. Des blindés sont engagés, l'artillerie entre en action. Peu à peu, les exilés cubains comprennent qu'ils combattent seuls. À Washington, la situation devient de plus en plus délicate. Le nouveau président américain, John Fitzgerald Kennedy, hésite. Il craint qu'une intervention militaire ouverte des États-Unis ne provoque une confrontation directe avec l'Union soviétique. L'appui aérien supplémentaire demandé par les commandants sur le terrain est finalement refusé. Cette décision pèsera lourdement sur l'issue de l'opération. Pendant près de 3 jours, les combats se poursuivent. Mais sans couverture aérienne suffisante, sans ravitaillement et face à des forces largement supérieures en nombre, la brigade 2506 finit par être submergée. Le bilan est sans appel, plus d'une centaine de combattants sont tués. Près de 1200 autres sont faits prisonniers. Pour les États-Unis, c'est une humiliation retentissante. L'opération, qui devait rester discrète, est immédiatement attribuée à la CIA. Fidel Castro en ressort considérablement renforcé. Quelques mois plus tard, son rapprochement avec l'Union soviétique s'accélère. Cette alliance conduira directement en 1962 à la célèbre crise des missiles de Cuba, l'un des moments où le monde s'est retrouvé le plus près d'une guerre nucléaire. Une opération incroyable. Et pourtant, à partir du niveau suivant, les opérations que nous allons découvrir sont encore plus méconnues du grand public, mais parfois encore plus audacieuses. Assaut du théâtre de Moscou. Imaginez assister à une comédie musicale. La salle est pleine, près de 900 spectateurs profitent du spectacle, quand soudain une quarantaine d'hommes et de femmes lourdement armés font irruption dans le théâtre. En quelques minutes, toutes les issues sont verrouillées. Des explosifs sont installés, des femmes kamikazes prennent place au milieu des otages. Leur message est sans appel. Si les forces russes interviennent, tout le bâtiment explosera. Nous sommes le 23 octobre 2002 et pendant près de 3 jours, Moscou retient son souffle. Cette crise deviendra l'une des prises d'otages les plus dramatiques du XXIe siècle. Le contexte, la deuxième guerre de Tchétchénie. Depuis plusieurs années, les combats opposent les forces russes aux séparatistes tchétchènes. Le conflit est d'une violence extrême. Pour porter la guerre jusqu'au cœur de la Russie, un commando d'une quarantaine de combattants dirigé par Mosvar Barayev décide de frapper Moscou. Leur cible, le théâtre Dubrovka. Près de 900 personnes deviennent otages. À l'extérieur, les forces de sécurité russes établissent un vaste périmètre. Les négociations commencent immédiatement. Pendant près de 3 jours, plusieurs médiateurs tentent d'obtenir la libération des otages. Quelques dizaines de personnes sont relâchées, mais l'immense majorité reste prisonnière. À mesure que les heures passent, les autorités russes craignent que les terroristes ne commencent à exécuter les captifs. Une décision est alors prise dans le plus grand secret. Un assaut. Cet assaut est confié aux unités les plus prestigieuses des forces spéciales russes, les Spetsnaz du FSB, et plus précisément les célèbres groupes Alpha et Vimpel, héritiers des unités antiterroristes du KGB. Leur mission est presque impossible, neutraliser une quarantaine de terroristes disséminés dans tout le théâtre avant que l'un d'eux n'ait le temps de déclencher les explosifs. Dans la nuit du 25 au 26 octobre, tout est prêt. Autour du théâtre, les Spetsnaz prennent discrètement position. Mais au lieu de lancer immédiatement un assaut frontal, les autorités russes choisissent une méthode totalement inédite. Par le système de ventilation du bâtiment, un gaz incapacitant est diffusé à l'intérieur du théâtre. L'objectif est simple, endormir les terroristes avant qu'ils n'aient le temps d'actionner leurs explosifs. Sauf que ce gaz incapacitant n'est pas n'importe quel gaz. Un gaz principalement composé de dérivés du fentanyl, et plus précisément d'un mélange contenant carfentanyl, rémifentanyl. Le carfentanyl est un opioïde extrêmement puissant. À l'origine, il est utilisé en médecine vétérinaire pour anesthésier de très grands animaux, comme les éléphants ou les rhinocéros. Le gaz est donc diffusé dans la ventilation du théâtre. Pendant plusieurs minutes, les otages comme les ravisseurs commencent à perdre connaissance. Puis à l'aube, les Spetsnaz passent à l'action.
Des charges explosives ouvrent plusieurs accès simultanément. Les commandos pénètrent dans le bâtiment par les portes, les fenêtres et différents points d'entrée préparés à l'avance. À l'intérieur, la progression est extrêmement rapide. Les opérateurs avancent rangée par rangée. Chaque terroriste est immédiatement identifié, puis neutralisé. En quelques minutes seulement, les 40 membres du commando tchétchène sont tués. Aucun ne parvient à déclencher les charges. Sur le plan tactique, l'assaut est un succès. Le théâtre est entièrement repris. Mais très vite, une autre tragédie apparaît. Le gaz utilisé par les forces russes agit également sur les otages. Beaucoup sont retrouvés inconscients. Dans les minutes qui suivent l'assaut, les secours évacuent des centaines de personnes vers les hôpitaux de Moscou. Malheureusement, de nombreux otages succombent aux effets du gaz avant même d'être pris en charge. Au total, environ 130 otages perdent la vie, en grande majorité à la suite de l'exposition aux produits incapacitants utilisés avant l'assaut. Les autorités russes refusent dans un premier temps de révéler la composition exacte du gaz, compliquant le travail des médecins chargés de traiter les victimes. Ce n'est que plusieurs années plus tard que des analyses permettront d'établir sa composition. L'opération provoque immédiatement une immense controverse internationale. Fallait-il lancer l'assaut ? Le recours à ce gaz était-il le seul moyen d'empêcher les terroristes de faire exploser le théâtre ? Les autorités auraient-elles dû communiquer plus rapidement avec les équipes médicales ? Plus de 20 ans après les faits, ces questions continuent d'alimenter les débats. Une chose est cependant largement reconnue. L'assaut du théâtre de Moscou reste l'une des opérations antiterroristes les plus controversées de l'histoire. Une intervention qui rappelle qu'en matière de libération d'otages, une victoire tactique peut parfois s'accompagner d'un coût humain tragiquement élevé. Car cette opération fut en réalité un véritable carnage, ayant causé la mort de centaines de personnes. Opération Barras. Nous sommes en septembre 2000. À cette époque, le Sierra Leone est plongé dans une guerre civile particulièrement violente. Depuis près de 10 ans, le pays est déchiré par les affrontements entre le gouvernement et plusieurs groupes rebelles. Le plus redouté d'entre eux est le West Side Boys, une milice tristement célèbre pour ses enlèvements, ses mutilations et ses exactions contre les civils. Le 25 août 2000, une patrouille britannique effectuant une mission de reconnaissance tombe dans une embuscade. 11 militaires sont capturés par les West Side Boys. Après plusieurs jours de négociations, 5 d'entre eux sont libérés, mais les 6 autres restent prisonniers. Les renseignements britanniques deviennent rapidement très inquiétants. Les rebelles déplacent régulièrement les otages d'un camp à l'autre. Ils sont lourdement armés et leur comportement est totalement imprévisible. À Londres, une décision est prise. Si les négociations échouent, les forces spéciales interviendront. Le SAS reçoit alors la mission de préparer une opération de sauvetage. Pendant plusieurs jours, les services de renseignement recueillent un maximum d'informations sur le camp rebelle. Grâce à des drones, à des observations aériennes et à des témoignages locaux, ils identifient progressivement l'emplacement exact des otages, la disposition des bâtiments et les positions défensives des rebelles. Chaque détail compte, car les prisonniers sont détenus au cœur de la jungle. Une fois l'assaut lancé, les commandos ne disposeront que de quelques minutes avant que les rebelles ne puissent exécuter leurs otages. Le plan est simple. Le SAS prendra directement d'assaut le village où sont retenus les prisonniers. Au même moment, une compagnie du Parachute Regiment attaquera un second camp rebelle afin d'empêcher toute arrivée de renfort. Le succès de l'opération repose entièrement sur la surprise. À l'aube du 10 septembre 2000, les hélicoptères décollent. Quelques minutes avant le lever du jour, les premiers hélicoptères apparaissent au-dessus de la jungle. À leur bord, les opérateurs du SAS sont prêts. Ils savent qu'ils n'auront probablement qu'une seule occasion de sauver les otages. À peine les appareils stabilisés, les commandos descendent rapidement au sol pendant que les hélicoptères d'attaque ouvrent le feu sur les positions rebelles. L'effet de surprise est total. Les West Side Boys sont complètement pris au dépourvu. Pendant que les tirs d'appui fixent les rebelles, les hommes du SAS foncent directement vers les bâtiments où les renseignements indiquent que les otages sont détenus. Les premiers échanges de tirs sont extrêmement violents. Les rebelles ripostent avec des fusils d'assaut, des mitrailleuses et des lance-roquettes. Mais l'entraînement et la coordination des forces britanniques font rapidement la différence. Les commandos progressent de case en case, sécurisant méthodiquement chaque bâtiment. Quelques instants plus tard, ils retrouvent enfin les 6 militaires britanniques. Malgré plusieurs semaines de captivité, ils sont tous vivants. L'évacuation commence immédiatement. Mais pendant que les otages sont conduits vers les hélicoptères, les combats continuent autour du village. Les West Side Boys tentent de reprendre le contrôle de la situation. Plusieurs groupes ouvrent le feu depuis la végétation environnante. L'effet de cette attaque est décisif. Les rebelles se retrouvent incapables de coordonner leur défense. En moins d'une demi-heure, la résistance s'effondre. Les hélicoptères redécollent avec les otages, tandis que les derniers éléments britanniques quittent la zone. L'opération est un succès. Les 6 militaires capturés sont tous libérés vivants. Du côté britannique, un seul opérateur du SAS, le caporal Bradley Tignon, est mortellement blessé pendant l'assaut. Les pertes chez les West Side Boys sont elles très importantes. Au-delà de la libération des otages, l'opération Barras démontre une nouvelle fois l'efficacité d'une opération fondée sur 3 éléments essentiels. Un renseignement précis, une préparation minutieuse et une coordination parfaite entre les forces spéciales et les unités conventionnelles.
L'opération marque également l'une des interventions les plus réussies du SAS depuis le raid de l'ambassade d'Iran en 1980. Pour beaucoup de spécialistes, elle représente un modèle moderne de libération d'otages en environnement hostile. Et c'est précisément ce genre d'opération qui mérite sa place dans ce niveau 2 de notre iceberg. Opération Talachi. Au début de l'année 2008, la piraterie somalienne atteint des niveaux sans précédent. Profitant de l'absence d'un véritable État en Somalie, plusieurs groupes armés attaquent les navires marchands qui transitent dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Leurs méthodes sont bien rodées. Ils abordent les bâtiments à bord de vedettes rapides, prennent les équipages en otage, puis réclament des rançons pouvant atteindre plusieurs millions de dollars. Le 4 avril 2008, le voilier de croisière français Le Ponant est capturé par une trentaine de pirates. À son bord se trouvent 30 membres d'équipage français. Pendant plusieurs jours, les autorités françaises mènent des négociations avec les pirates. La priorité absolue est de ramener les 30 membres d'équipage sains et saufs. Finalement, une rançon est versée. Le 11 avril 2008, les otages sont tous libérés sans avoir subi de violences majeures. Pour les pirates, l'affaire semble terminée. Ils récupèrent l'argent, embarquent à bord de plusieurs véhicules et prennent la direction de l'intérieur des terres. Mais les autorités françaises n'ont aucune intention de laisser les pirates disparaître avec leur butin. Pendant que ces derniers regagnent discrètement les côtes somaliennes, ils sont suivis en permanence par les moyens de renseignement français. Très rapidement, une décision est prise. Une opération des forces spéciales est préparée. L'objectif est double. Interpeller les pirates responsables de la prise d'otages et récupérer si possible une partie de la rançon. La mission est confiée aux forces spéciales françaises, avec notamment des opérateurs du 1er RPIMA, appuyés par les commandos de marine, les hélicoptères de l'ALAT et les moyens de la marine nationale. Pendant plusieurs heures, les commandos observent discrètement les déplacements des pirates. Des moyens de renseignement français, appuyés par des aéronefs, surveillent chacun de leurs déplacements. Les forces spéciales attendent simplement le moment le plus favorable pour intervenir. Lorsque les pirates s'éloignent suffisamment de la côte et se retrouvent isolés, l'ordre est donné. Des hélicoptères surgissent à basse altitude. À leur bord, les opérateurs du 1er RPIMA passent immédiatement à l'action. L'effet de surprise est total. Les pirates tentent de fuir et certains ouvrent le feu. L'affrontement est extrêmement bref. Plusieurs ravisseurs sont rapidement maîtrisés. 6 d'entre eux sont capturés vivants. Une partie importante de la rançon est également retrouvée et récupérée. Les prisonniers sont immédiatement transférés à bord d'un bâtiment de la Marine nationale avant d'être amenés en France. Ils y seront jugés plusieurs années plus tard pour piraterie et prise d'otages. L'opération marque un tournant. Jusqu'alors, les pirates somaliens pensaient pouvoir regagner la terre ferme en toute impunité une fois leurs otages libérés. La France démontre exactement le contraire. Elle est capable de suivre les ravisseurs pendant des heures, de projeter ses forces spéciales à plusieurs centaines de kilomètres de ses côtes et d'intervenir avec une précision remarquable pour les arrêter. Au-delà de son succès opérationnel, cette mission envoie un message très clair aux groupes de pirates qui sévissent alors dans le golfe d'Aden. Libérer les otages ne garantit plus l'impunité. Cette opération contribuera à modifier durablement la manière dont plusieurs États répondront aux actes de piraterie au large de la Somalie. Et elle restera comme l'une des premières démonstrations de la capacité des forces spéciales françaises à traquer leurs adversaires, même une fois la crise officiellement terminée. Une opération remarquable. Mais si ce niveau de l'iceberg vous semblait déjà incroyable, les opérations qui nous attendent dans les profondeurs le seront bien davantage. Opération Storm 333. Imaginez recevoir l'ordre d'attaquer un palais présidentiel transformé en forteresse. À l'intérieur, vous attendent près de 2000 soldats. Des blindés, des mitrailleuses lourdes, des positions fortifiées. Et au sommet du bâtiment, un chef d'État que votre propre gouvernement avait pourtant installé au pouvoir quelques mois plus tôt. Votre mission est simple, entrer, le capturer ou le tuer. Nous sommes le 27 décembre 1979, et cette opération, menée en plein cœur de Kaboul, porte le nom de Storm 333. À la fin des années 70, l'Afghanistan est devenu un véritable casse-tête pour l'Union soviétique. Le pays est dirigé par Hafizullah Amin, arrivé au pouvoir après un coup d'État au sein du Parti communiste afghan. Au départ, Moscou le considère comme un allié. Mais très rapidement, les dirigeants soviétiques commencent à s'en méfier. Ils le soupçonnent de vouloir s'émanciper de leur influence. Certains vont même jusqu'à croire qu'il pourrait entretenir des contacts avec les États-Unis. Pour le Kremlin, la décision est prise. Amin doit disparaître. Et un nouveau dirigeant, totalement fidèle à Moscou, prendra sa place. L'opération est confiée aux meilleures unités spéciales soviétiques, les célèbres Spetsnaz. Mais pas uniquement. Le cœur de l'assaut sera mené par les hommes du groupe Alpha du KGB, épaulés par le groupe Zénith, ainsi que par les commandos Spetsnaz du GRU et le célèbre 154e détachement indépendant, surnommé le bataillon musulman, composé de soldats soviétiques originaires d'Asie centrale afin de se fondre plus facilement dans l'environnement afghan. Face à eux se dresse le palais Taïbeg, perché sur les hauteurs de Kaboul. Le bâtiment est protégé par plusieurs centaines de gardes personnels, renforcés par des unités de l'armée afghane. Les accès sont minés, les routes sont barrées. Les défenseurs disposent de véhicules blindés, de mitrailleuses lourdes et connaissent parfaitement le terrain. Pendant plusieurs semaines,
les soviétiques préparent minutieusement leur plan. Pendant ce temps, ils cherchent également à éliminer Amin de manière plus discrète. À plusieurs reprises, ils tentent de l'empoisonner. Mais contre toute attente, le président survit. Il ne reste alors qu'une solution. Le palais sera pris d'assaut. En moins d'une heure, l'une des opérations les plus violentes de l'histoire des Spetsnaz va commencer. Le 27 décembre 1979, peu après 19h, l'opération est déclenchée. Au même moment, plusieurs objectifs stratégiques de Kaboul sont attaqués. Les Spetsnaz s'emparent du ministère de l'Intérieur, du siège des services de renseignement, de la radio nationale et de plusieurs centres de commandement. L'objectif est clair, décapiter le pouvoir afghan en quelques minutes, afin d'empêcher toute coordination des forces restées fidèles à Hafizullah Amin. Mais l'objectif principal reste le palais Taïbeg. Plusieurs véhicules blindés foncent à toute vitesse vers les hauteurs de Kaboul. À peine arrivent-ils devant le palais que les gardes ouvrent le feu. Les mitrailleuses balayent la route d'accès, les premiers véhicules sont touchés, les commandos descendent malgré tout et poursuivent leur progression sous un déluge de balles. Le combat est d'une violence extrême. Les Spetsnaz avancent pièce après pièce, étage après étage. Les défenseurs résistent avec acharnement. Chaque couloir devient un champ de bataille. Les échanges de tirs se déroulent parfois à seulement quelques mètres de distance. Malgré cette résistance, les soviétiques continuent leur progression. Leur objectif n'est pas de contrôler le palais. Ils recherchent un seul homme, Hafizullah Amin. Après plusieurs dizaines de minutes de combat, les commandos atteignent enfin les appartements présidentiels. Les circonstances exactes de sa mort restent encore aujourd'hui débattues. Selon les témoins soviétiques, Amin est tué au cours de l'assaut. D'autres versions évoquent une exécution peu après sa capture. Une certitude demeure cependant, le président afghan est mort. En moins d'une heure, le régime qu'il dirigeait vient de s'effondrer. Le bilan est lourd, plusieurs dizaines de défenseurs sont tués. Les Spetsnaz perdent également plusieurs hommes, dont des membres des prestigieux groupes Alpha et Zénith. Mais sur le plan militaire, l'opération est un succès total. Quelques heures seulement après l'assaut, Barak Karmal, choisi par Moscou, est installé à la tête de l'Afghanistan. L'opération Storm 333 reste l'un des plus grands succès tactiques jamais remportés par les Spetsnaz. Mais il marque aussi le début d'une guerre qui deviendra l'un des plus grands échecs stratégiques de l'histoire soviétique. Opération Azalée. Tout commence en septembre 1995, aux Comores, un archipel situé dans l'océan Indien. Depuis son indépendance, le pays connaît une succession de crises politiques, de tentatives de coup d'État et d'instabilité chronique. Le 28 septembre 1995, un groupe d'une trentaine de mercenaires dirigé par le célèbre Bob Denard, ancien militaire devenu l'une des figures les plus connues du mercenariat français, débarque sur l'île de Grande Comore. En quelques heures, ces hommes prennent le contrôle des principaux points stratégiques. Le président, Saïd Mohamed Johar, est arrêté puis placé en résidence surveillée. L'armée comorienne, peu nombreuse et mal équipée, est incapable de résister. Très rapidement, Paris suit les événements avec inquiétude. La France entretient des liens historiques étroits avec l'archipel. Pour le gouvernement français, il est hors de question d'un changement de régime soit imposé par un groupe de mercenaires. La décision est alors prise d'intervenir. Mais cette fois, l'objectif n'est pas de combattre une armée étrangère. Il s'agit de neutraliser des professionnels du combat, parfaitement entraînés, qui connaissent le terrain et disposent d'armes lourdes. La mission est confiée à plusieurs unités d'élite françaises. Le 1er RPIMA, les commandos marines, le GIGN ainsi que d'autres éléments spécialisés sont intégrés au dispositif. Pendant que les bâtiments de la Marine nationale mettent le cap sur les Comores, les états-majors élaborent un plan visant à reprendre rapidement le contrôle de l'archipel. L'objectif est simple, neutraliser les mercenaires, libérer le président et rétablir les institutions avant que la situation ne dégénère davantage. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1995, les premières unités françaises approchent discrètement des côtes comoriennes. L'opération est sur le point de commencer. Depuis la mer, plusieurs bâtiments de la Marine nationale sécurisent les approches de l'archipel, tandis que les premiers éléments sont débarqués sur Grande Comore. Simultanément, des unités aéroportées prennent le contrôle des principaux points stratégiques de l'île. L'aéroport est rapidement sécurisé, les axes de circulation sont contrôlés, les centres de communication sont repris. L'objectif est d'empêcher les mercenaires de se disperser ou de recevoir d'éventuels renforts. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'opération ne donne pas lieu à de violents affrontements. Les hommes de Bob Denard comprennent très rapidement qu'ils sont confrontés à une force largement supérieure, parfaitement coordonnée et disposant de moyens militaires considérables. En quelques heures seulement, les forces françaises reprennent le contrôle des principales installations du pays. Les différentes unités progressent méthodiquement afin d'éviter tout affrontement inutile. Face à cette démonstration de force, Bob Denard comprend que toute résistance serait vouée à l'échec. Après plusieurs heures de discussion, il accepte finalement de déposer les armes avec ses hommes. Les mercenaires sont désarmés et placés sous contrôle français. Le président est libéré. En moins d'une journée, le gouvernement légitime est rétabli. L'opération Azalée est terminée. Pour la France, cette intervention constitue une réussite presque totale. Sans bataille majeure, ni destruction importante, les forces françaises sont parvenues à renverser la situation politique d'un État en quelques heures seulement. Aujourd'hui, l'opération Azalée est rarement évoquée en dehors des cercles militaires. Pourtant,
Elle reste un exemple remarquable de projection de puissance, de maîtrise de l'escalade et de résolution rapide d'une crise, sans avoir eu besoin de livrer une bataille de grande ampleur. Et c'est peut-être cela qui fait toute sa singularité. La meilleure opération spéciale est parfois celle où l'ennemi sait qu'il a déjà perdu, avant même que les premiers coups de feu ne soient tirés. Opération Victor. Nous sommes le 3 février 1976. Dans la petite colonie française de Djibouti, un commando indépendantiste vient de prendre en otage un car transportant des enfants. Leur objectif est clair, franchir la frontière vers la Somalie afin d'échapper aux autorités françaises. Pour Paris, il est hors de question de les laisser partir. Une unité encore très jeune reçoit alors une mission qui va changer son histoire. Le GIGN. Créé seulement 3 ans plus tôt, l'unité n'a encore jamais affronté une crise d'une telle ampleur. Tout commence tôt dans la matinée. Un car scolaire transportant une trentaine d'enfants de militaires français est intercepté par 4 membres du Front de libération de la côte des Somalies, un mouvement indépendantiste qui réclame la fin de la présence française à Djibouti. Les terroristes prennent immédiatement le contrôle du véhicule. Le chauffeur est contraint de rouler en direction de la frontière somalienne. Quelques kilomètres plus loin, le bus s'immobilise. D'un côté, les forces françaises, de l'autre, les soldats somaliens qui observent la scène depuis leur territoire. Le bus se retrouve littéralement coincé entre 2 États. Les négociations commencent. Mais très rapidement, les autorités comprennent que le temps joue contre elles. Plus les heures passent, plus le risque de voir les terroristes franchir la frontière augmente. Une fois en Somalie, toute tentative de libération deviendrait presque impossible. Le GIGN est alors discrètement déployé autour du bus. Ces tireurs d'élite prennent position, ils observent les fenêtres, repèrent les ravisseurs, étudient leur déplacement. Un plan d'une précision extrême est élaboré. Il repose sur une seule idée. Neutraliser les 4 terroristes exactement au même instant. Après plusieurs heures de négociations, il devient évident qu'aucune solution pacifique n'est possible. Les terroristes refusent de se rendre, ils menacent d'exécuter les enfants. Et surtout, ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la frontière somalienne. Si le bus la franchit, la France perdra toute possibilité d'intervenir. L'ordre est alors donné. À l'instant convenu, les tireurs d'élite du GIGN ouvrent le feu simultanément. Les 4 terroristes sont visés au même moment, afin qu'aucun d'entre eux n'ait le temps de tuer un otage ou d'actionner son arme. 4 tireurs d'élite faisant feu pile au même moment, synchronisés au centième de seconde pour neutraliser simultanément 4 ennemis. Presque au même instant, les opérateurs du GIGN foncent vers le bus. Ils brisent les vitres, ouvrent les portes et extraient les enfants le plus rapidement possible. Mais au même moment, un événement inattendu survient. Depuis l'autre côté de la frontière, des soldats somaliens ouvrent le feu en direction des forces françaises. Pendant quelques minutes, une fusillade éclate entre militaires français et soldats somaliens. Pour protéger l'assaut, les légionnaires du 2e REP et de la 2e demi-brigade de la Légion étrangère ripostent immédiatement, fixant les positions somaliennes pendant que le GIGN poursuit l'évacuation des otages. La quasi-totalité des enfants est sauvée. Malheureusement, 2 d'entre eux sont blessés pendant les échanges de tirs, ainsi qu'une institutrice. Plusieurs gendarmes et militaires français sont également touchés. Du côté somalien, plusieurs soldats sont blessés ou tués lors de la fusillade qui suit l'assaut. Malgré ces pertes, l'opération Victor est considérée comme un succès majeur. Elle démontre l'efficacité du jeune GIGN dans une situation d'une complexité exceptionnelle, des otages, des terroristes, une frontière internationale et même une armée étrangère impliquée dans les combats. Une opération où, en l'espace de quelques secondes, la précision de quelques tireurs d'élite a permis d'éviter un massacre et écrit l'une des plus incroyables pages de l'histoire des forces spéciales françaises. Une opération exceptionnelle qui nous amène à plonger un petit peu plus dans les abysses de cet iceberg. Opération Paul Bunion. Imaginez mobiliser des bombardiers stratégiques, des chasseurs, des hélicoptères d'attaque, des chars, des milliers de soldats et même des commandos des forces spéciales pour une seule mission. Couper un arbre. Cela paraît absurde et pourtant cette opération a réellement existé. Nous sommes le 21 août 1976, dans la zone démilitarisée qui sépare les 2 Corées, et une simple opération d'élagage va provoquer l'une des plus graves crises de la guerre froide. Le 18 août 1976, une équipe américano-sud-coréenne reçoit pour mission de tailler un peuplier situé dans la Joint Security Area, au cœur de la zone démilitarisée. L'arbre empêche les observateurs des Nations Unies de surveiller correctement un poste de contrôle. Une tâche de routine, du moins en apparence. Très rapidement, plusieurs soldats nord-coréens arrivent sur place. Ils exigent l'arrêt immédiat des travaux. La tension monte, puis en quelques secondes, la situation dégénère. Les militaires nord-coréens s'emparent des haches utilisées pour couper les branches et attaquent les soldats américains. 2 officiers de l'US Army, le capitaine Arthur Boniface et le lieutenant Mark Barrett, sont tués à coups de hache. L'émotion est immense à Washington. Le président Gerald Ford exige une réponse. Mais cette réponse devra être parfaitement calculée. Trop faible, elle sera perçue comme un aveu de faiblesse. Trop forte, elle pourrait déclencher une guerre ouverte avec la Corée du Nord. Une décision est finalement prise. Les Américains retourneront sur place, ils termineront le travail, et cette fois, personne ne pourra les en empêcher.
Pendant plusieurs jours, une opération d'une ampleur exceptionnelle est préparée. Des compagnies d'infanterie sont placées en alerte, des chars sont déployés, des hélicoptères Cobra survolent la zone. Des bombardiers P-52 décollent de Guam, tandis que des chasseurs F-4 Phantom et F-111 prennent position. Même des équipes des forces spéciales américaines et sud-coréennes sont discrètement déployées pour intervenir en cas d'escalade. Le monde entier retient son souffle, car derrière un simple arbre, ce sont deux grandes puissances qui se font désormais face. Le 21 août 1976, à l'aube, l'opération est lancée. Au centre du dispositif se trouve une simple équipe de soldats, armés de tronçonneuses. Leur mission est de couper définitivement le peuplier à l'origine de la crise. Mais autour d'eux se déploie une force militaire absolument impressionnante. Des dizaines de véhicules blindés prennent position. Des hélicoptères AH-1 Cobra survolent la zone à basse altitude. Des compagnies d'infanterie sud-coréennes et américaines sécurisent chaque accès. À quelques kilomètres de là, des équipes des forces spéciales américaines et coréennes sont prêtes à intervenir en moindre incident. Au large, plusieurs navires de guerre américains se tiennent prêts. Jamais une opération aussi modeste en apparence n'avait été protégée par une telle démonstration de puissance. Lorsque les soldats commencent à couper l'arbre, plusieurs militaires nord-coréens apparaissent à leur tour. Ils observent la scène. Pendant quelques instants, tout le monde retient son souffle. Personne ne sait si les Nord-Coréens vont tenter une nouvelle intervention. Quelques jours plus tôt, la même situation avait coûté la vie à 2 officiers américains. Cette fois pourtant, ils n'interviennent pas. Face à l'ampleur du dispositif américain, ils se contentent d'observer les travaux. En moins d'1 heure, le peuplier est entièrement abattu. La mission est accomplie. Aucun coup de feu n'a été tiré. Aucun affrontement n'a eu lieu. Mais derrière cette apparente simplicité, se cache une véritable victoire stratégique. Les États-Unis viennent de démontrer qu'ils sont prêts à défendre leur position, sans céder à l'intimidation, tout en évitant une escalade militaire incontrôlable. Quelques jours plus tard, la Corée du Nord exprimera des regrets concernant la mort des 2 officiers américains, un geste extrêmement rare de la part du régime. L'opération Paul Bunyan restera comme l'une des opérations de démonstration de force les plus singulières de toute la guerre froide. Elle rappelle qu'une opération spéciale n'a pas toujours pour objectif de détruire une cible ou d'éliminer un ennemi. Parfois, son véritable but est d'envoyer un message. Un message si clair qu'il suffit à éviter une guerre. Et c'est peut-être ce qui rend cette mission si fascinante. Car derrière un simple arbre abattu, se cachait pendant quelques heures le risque bien réel d'un affrontement entre 2 puissances capables d'entraîner le monde entier dans un conflit majeur. Une opération incroyable qui part de la simple coupe d'un arbre et qui nous amène maintenant vers le récit le plus délirant de tout cet iceberg. Opération Ivy Bells. Nous y voilà, tout au fond de cet iceberg. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé de raids, de libération d'otages, d'assauts, de sabotage et de missions qui semblaient parfois relever de la science-fiction. Mais l'opération qui va suivre est différente. Parce qu'elle n'a presque jamais fait parler d'elle. Parce qu'aucun coup de feu n'y est tiré. Parce que pendant plus de 10 ans, les soviétiques n'ont absolument jamais compris qu'ils étaient espionnés. Imaginez maintenant devoir plonger à plus de 100 mètres de profondeur, en pleine mer d'Okhotsk, l'une des zones les mieux protégées de toute l'Union soviétique. Une mer que Moscou considère comme son propre sanctuaire nucléaire. Au fond de l'eau passe un simple câble, en apparence. En réalité, il transporte toutes les communications secrètes de la flotte soviétique du Pacifique. Des ordres, des comptes rendus, des informations stratégiques. Tout ce que les États-Unis rêvent d'entendre. Le problème, c'est que ce câble se trouve à quelques kilomètres seulement d'une importante base de sous-marins nucléaires soviétiques. La moindre erreur, le moindre bruit, et les plongeurs disparaîtront à jamais. Cela causerait un incident diplomatique si énorme qu'il entraînerait le monde dans une 3e guerre mondiale. Nous sommes en 1971, en pleine guerre froide. À la fin des années 60, la CIA et la NSA cherchent désespérément un moyen de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la marine soviétique. Les satellites montrent les navires, les avions espions photographient les bases, les sous-marins suivent les bâtiments soviétiques. Mais personne ne connaît réellement le contenu de leur communication. Puis une découverte change tout. Les analystes américains apprennent que les principales bases navales soviétiques du Kamtchatka sont reliées par un câble téléphonique posé directement sur le fond marin. Les soviétiques sont persuadés d'une chose, comme ce câble se trouve dans leurs eaux territoriales, il est impossible à intercepter. Ils ne le chiffrent même pas. Pour Washington, c'est une opportunité historique. Le problème est immense. Le câble repose dans une mer surveillée en permanence par la marine soviétique. Des bâtiments patrouillent jour et nuit, des avions de lutte anti-sous-marins sillonnent la région, et les fonds marins sont particulièrement hostiles, sombres et glacés. Malgré cela, la CIA prend une décision qui paraît totalement insensée. Un sous-marin nucléaire américain va pénétrer secrètement dans la mer d'Okhotsk. Puis des plongeurs devront sortir de l'appareil, marcher au fond de l'océan et installer un système d'écoute directement sur le câble soviétique. Une mission qui, si elle échoue, pourrait déclencher l'un des plus graves incidents de toute la guerre froide. À bord du sous-marin nucléaire USS Halibut, l'équipage attend le moment idéal. À plusieurs centaines de kilomètres des côtes soviétiques, le bâtiment s'enfonce lentement dans les profondeurs de la mer d'Okhotsk. Après plusieurs heures de navigation silencieuse,
Le halibut atteint enfin la zone où repose le câble. Le sous-marin s'immobilise. Les réacteurs sont réduits au minimum. Puis, dans un silence absolu, plusieurs plongeurs commando quittent le bâtiment. Équipés pour évoluer dans une obscurité totale, ils progressent lentement sur le fond marin. Chaque geste est calculé. À cette profondeur, la moindre erreur peut être fatale. Après plusieurs minutes de recherche, ils aperçoivent enfin leur objectif. Un simple câble noir, posé sur les fonds marins. Aucun garde, aucune alarme. Les soviétiques sont persuadés que personne ne pourra jamais atteindre cet endroit. Les plongeurs installent alors un dispositif révolutionnaire. Une énorme pince d'écoute qui entoure le câble, sans jamais le couper, sans jamais l'endommager. Le système capte les infimes champs électromagnétiques produits par les conversations qui circulent à l'intérieur du câble. Ainsi, les Américains peuvent écouter les communications soviétiques sans que personne ne se rende compte que le câble est espionné. Le dispositif est alimenté par une batterie nucléaire capable de fonctionner pendant plusieurs années. À intervalles réguliers, le USS Halibut, puis d'autres sous-marins spécialement équipés, reviennent discrètement récupérer les enregistrements avant de replacer de nouvelles bandes. Pendant près d'une décennie, la CIA et la NSA obtiennent ainsi des milliers d'heures de conversation entre les commandants de la flotte soviétique du Pacifique. Des ordres opérationnels, des exercices navals, des procédures de lancement, des informations techniques. Autant de renseignements d'une valeur inestimable en pleine guerre froide. Et le plus incroyable, c'est que les soviétiques ne soupçonnent absolument rien. Pendant des années, l'opération reste totalement invisible. Ce n'est qu'en 1980 que tout bascule. Un ancien employé de la NSA, Ronald Pelton, accepte de vendre des informations confidentielles au KGB contre de l'argent. Parmi les secrets qu'il révèle figure justement l'opération Ivy Bells. Alertés, les soviétiques envoient immédiatement des plongeurs inspecter le câble. Ils découvrent alors le dispositif américain, après presque 10 ans d'exploitation clandestine. L'opération prend fin. Pour les services de renseignement américains, la perte est immense. Mais les informations recueillies pendant toutes ces années auront profondément amélioré la compréhension des capacités navales soviétiques. Aujourd'hui encore, l'opération Ivy Bells est considérée comme l'une des plus grandes réussites de l'histoire du renseignement. Une mission où aucun commando n'a pris d'assaut un bâtiment, où aucun tir n'a été échangé. Et pourtant, pendant près de 10 ans, les États-Unis ont réussi à écouter les conversations les plus secrètes de leur principal adversaire, directement au fond de l'océan. C'est peut-être cela, finalement, le véritable sommet des opérations spéciales. Non pas celle dont tout le monde connaît le nom, mais celle qui reste invisible pendant des années. Celle qui change le cours de l'histoire, sans que personne ne s'aperçoive qu'elles aient seulement existé. Et voilà, nous voilà arrivés au fond de cet iceberg. Que d'histoires et d'opérations plus incroyables les unes que les autres. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode 2. Il reste encore beaucoup d'opérations à raconter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important si vous voulez que je vous propose d'autres contenus comme celui-ci. Merci à vous. À très bientôt.